Bonsoir et bienvenue dans le talk de France Info. Comment allez-vous? On est ensemble sur Twitch et en podcast. Voilà, tous les soirs, on s'arrête sur un sujet d'actualité et on le décrypte, on l'analyse avec des invités qui sont avec nous en studio et qui répondent aux questions, en partie aux miennes aussi, mais aux questions que vous vous posez dans le chat. Donc n'hésitez pas à vous emparer de cet outil. Voilà, il n'y a pas de questions nulles ou de questions bêtes. Posez-nous toutes les questions qui vous traversent l'esprit. Et voilà, on tient vraiment à inviter des gens qui connaissent bien leur sujet, qui connaissent le terrain. Donc voilà, des journalistes, des chercheurs qui ont vraiment, qui maîtrisent leur sujet. On fait attention à ça. J'espère que vous allez bien, le chat. Racontez-moi un petit peu en ce lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et je profite de ce moment pour vous donner 2-3 infos concernant les émissions du Talk de cette semaine, parce qu'il va y avoir 2-3 changements. Et je sais que vous aimez bien être prévenus quand il y a des petits changements, quand il y a des émissions qui sautent, etc. Donc vendredi, je vous l'avais déjà dit, on délocalise le Talk à Montpellier, où nous serons en direct du FIS. Donc c'est l'un des plus gros événements de sports urbains au monde. Donc sports urbains, BMX, skateboard, breakdance, trottinette, roller, parcours. Et on va s'intéresser particulièrement aux disciplines qui seront présentes aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Voilà, on va se poser la question de ce passage des sports un petit peu de contre-culture aux Jeux Olympiques. C'est des questions qui divisent énormément au sein même des disciplines. Donc voilà, ça va être très cool. On aura plein d'invités. Le créateur du FIS qui a créé le festival, c'était il y a 25 ans déjà. Et puis plein d'athlètes et tout. Donc ça va être chouette. Donc ça, c'est vendredi à 18h30. Et donc, les conséquences, c'est qu'il n'y aura pas d'émission mercredi et jeudi. Puisque d'une part, on doit préparer le FIS, mais on doit aussi se déplacer physiquement de Paris à Montpellier. Voilà. Après, on a des jours de récup parce que du coup, on travaille jusqu'au dimanche. Donc, voilà, vous notez bien, pas d'émission mercredi, pas d'émission jeudi. Et vendredi, on vous attend à 18h30 sur la chaîne Twitch de France Info pour suivre le FIS. Voilà, ce soir, nous allons parler des élections turques. Pour la première fois de son histoire, la Turquie se dirige vers un second tour qui aura lieu donc le 28 mai entre le président Recep Tayyip Erdogan et son principal rival Kemal Kılıçdaroğlu. Donc Recep Tayyip Erdogan qui est arrivé en tête, vous l'avez sûrement vu aujourd'hui si vous avez suivi l'actu, en tête de ce premier tour, mais il est sous la barre des 50% puisqu'il a recueilli 49,51% des voix. 44,88 pour Kemal Kılıçdaroğlu et 5,2 pour le nationaliste Sinan Ogan. Alors j'ai un petit doute sur la prononciation. Nos invités vont nous redire tout à l'heure si on prononce bien Sinan Ogan. Je ne leur ai pas demandé. Et ces résultats, donc, ils portent sur près de 99,9% des urnes. Et vous savez qu'en Turquie, on vote en même temps pour élire le Parlement, qui a très peu de pouvoir. Donc il s'agit d'un double scrutin, présidentiel et législatif. Et donc le Parlement turc reste dominé par l'AKP d'Erdogan et par son allié d'extrême droite, le MHP. Donc ce soir, on va se poser plusieurs questions. Déjà, comment expliquer que la majorité des Turcs ait voté pour Erdogan, malgré le séisme, la crise économique, malgré le vote des jeunes? Comment a-t-il assis son pouvoir? Erdogan est-il parti pour être réélu? Et puis on va se demander aussi quel est le poids de la propagande en Turquie. On va aussi se demander qui va bien pouvoir bénéficier du report des voix du nationaliste Sinan Ogan qui a fait donc 5%. Puis on parlera aussi de la question kurde et on se demandera quel regard, nous, les Occidentaux, on porte sur la Turquie. Parce que moi, j'ai bien l'impression qu'à chaque fois, on dit qu'Erdogan va perdre. Et en fait, il est toujours là. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça, les biais que nous, on peut avoir. Et pour nous aider à répondre à toutes ces questions et à comprendre, on accueille Yamour Cengiz. Bienvenue. Ça va bien? Et le micro, il ne faut pas l'oublier. Ouais, il est là. Super. Donc, tu es journaliste, reporter pour France 5. Ouais. Et tu as, si je ne dis pas de bêtises, couvert notamment donc, le séisme en Turquie. C'était pour Brut. Pour Brut et c'est Paul, ouais, c'est politique. Voilà, c'est politique France 5 et pour Brut. Eh bien, bienvenue à toi. Ambre Tosunolu, bienvenue. Bonsoir, merci. Bienvenue.
Ambre, tu es journaliste à l'AFP et toi, tu es allée en Turquie, c'était quand? Dis-nous, un J'ai petit fait, peu. beaucoup de missions en Turquie à partir de 2013 Ouais. jusque, j'ai remonté du coup la copie, ces derniers jours jusque, il y a 6 ans. J'y vais régulièrement, à titre personnel puisque, j'y ai, Oui. des attaches. Voilà. Vous êtes, donc toutes les 2 turques. C'est On est vrai. Voilà. binational, ouais. Voilà, binational. Bah, en tout cas, on est très, très heureux de vous accueillir ici. Bah, la première question que je vous pose, elle est, toute simple entre guillemets, c'est déjà, quelle réaction vous avez eue en tant que journaliste, et en tant que journaliste, franco-turc, quand vous avez, voilà, pris connaissance de, ces résultats du premier tour? Heu, Surprise comme nous, entre guillemets, les journalistes, occidentaux ou, est-ce que vous vous y attendiez? On s'est couché tard. Ouais, Ouais, très Je tard, ouais. pense, Ça non, a il y a duré, moins. jusqu'à On trois s'est quatre heures, ouais. Oui, oui, ouais, ouais, on s'est couché très, très tard puisque du coup, en fait, on a mis beaucoup de temps à avoir les résultats, ouais, à peu près définitifs. Les premières tendances, je crois que c'était à partir de 19h heure, locale ici, Ouais. 18h30, 19h quand, le haut comité électoral, le YSK, a autorisé en fait la publication, des premiers chiffres. On avait Erdogan qui était à peu près à 55 OK. des voix et au fur et à mesure de la soirée, ça diminuait. En plus, il y avait une énorme incertitude puisque, les 2, les 2 agences, de presse ne donnaient pas tout à fait les mêmes chiffres. Le OK. CHP, qui est le parti, du candidat, opposant principal, Kılıçdaroğlu, donnait d'autres chiffres encore. Donc Pas facile c'était pas de facile, quoi. Voilà, les ouais. premières heures ont été, un peu compliquées. On y Ouais. voyait un peu plus clair ce matin déjà. Ouais, c'était Yamour, pas réaction, à ces résultats? ben, Surprise ou pas du tout quand on surprise, connaît ben, nous, le quand on est journaliste, on se fie, un peu plus proche le micro, quand on super. est journaliste, on se fie beaucoup aux sondages et c'est vrai que les sondages donnaient, Kılıçdaroğlu en tête, mais pas des masses par rapport à Erdogan Mmh. et c'est vrai que l'écart est assez conséquent, quoi. L'écart final, Erdogan est à 49%, Kılıçdaroğlu à 45%, donc c'est vrai que ça a été une surprise surtout pour, les Turcs qui croyaient en Kılıçdaroğlu. Ça, c'est vrai que ça a Mmh. été, une surprise, mais en même temps, il faut aussi savoir qu'Erdogan a vraiment, des partisans qui lui sont très, très fidèles. Enfin, il a vraiment, toute une partie de la Turquie qui lui est acquise et je pense que ça, il faut pas l'oublier et je pense aussi que beaucoup de médias occidentaux, qui ont parlé de la Turquie et de ces élections avant le vote du 14 mai, ont peut-être un peu fantasmé aussi ce vote-là, quoi. Ambre, Yamour parlait donc des sondages, qui se sont un petit peu trompés et aussi de la vision des médias occidentaux. Ça veut dire quoi? Qu'on ne se rend pas forcément compte de l'ancrage, d'Erdogan, sur place? Il y a une réalité qu'on n'arrive pas à saisir? Moi, je remarque quand même, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, Recep Tayyip Erdogan, 21 ans que l'AKP est au pouvoir et qu'à chaque fois, j'ai remonté du coup la copie de l'AFP, ce week-end. Et à chaque fois, il y a eu des drames incroyables en Turquie. À chaque fois, il y a eu des scandales politico-financiers. À chaque fois, il y a eu des mobilisations type Gezi Park, dont on va fêter en fait les 10 ans là le Mmh. 28 mai. À chaque fois, on a vu une population très nombreuse manifester ou se débrouiller pour manifester, puisque les manifestations sont parfois très difficiles. C'est un euphémisme en Turquie. Et à chaque fois, en fait, qu'il y a un scrutin qui s'ensuit, il est réélu. Voilà. Et donc, il a un socle électoral qui est consolidé, qui est fort, c'est indéniable, en dépit de la crise économique, en dépit du tremblement de terre et de la gestion des secours sur place. Je pense qu'on y reviendra. Oui. Il a un socle électoral qui est important. Après, les sondages, ma foi, je ne sais pas trop comment ils sont faits en réalité Ouais. en Turquie, mais j'observe que d'élection en élection, dans tous les pays, en fait, les sondages ne sont pas forcément justes, quoi. Et pour autant, c'est la première fois qu'Erdogan donc n'est pas, réélu comme ça dès le premier tour. Est-ce que c'est une forme d'échec En quand fait, il y même? a il y a vraiment une double lecture pour cette élection parce Enfin que oui, d'échec pour lui? c'est une forme d'échec parce que c'est la première fois qu'il se retrouve au second tour et ça va être 15 jours qui vont être vraiment,
compliqué parce que la Turquie n'a jamais connu ça, je pense. Je Non, sais pas si c'est la je me première trompe fois. pas, c'est la première C'est la fois première fois, ouais. que la Turquie connaît un second tour. Donc, il va y avoir toute cette campagne aussi de second tour qui va être peut-être tendue. Donc, c'est une première pour lui aussi. Après, il part quand même avec une longueur d'avance. Mais il faut voir en fait si Kılıçdaroğlu va réussir à récupérer les votes de Sinan Oğan. C'est ça. Ouais. Ah oui, donc dites-moi Ouais. comment on prononce. Oğan. Oğan. Sinan Oğan. Bah oui, il ne faut pas Pareil. prononcer le G. Est-ce que les résultats sont contestés pour le moment sur place? Est-ce que vous savez s'il y a eu des, je sais pas, des manifestations, des gens qui ont protesté, des choses comme Non, ça? mais hier soir, en fait, ça a été compliqué. Comme je vous le disais, il y a eu toute la soirée, le CHP de Kılıçdaroğlu contestait un certain nombre de résultats et indiquait que le haut comité, le YSK, le haut comité électoral, ne comptabilisait pas les voix pour la coalition des 6 dans les bureaux de vote où il gagnait largement. Ok. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout où on en est. Avant de venir à votre émission, en fait, j'ai re-regardé si on avait des résultats, par exemple, des bureaux de vote de l'étranger. Et j'ai toujours pas les résultats de la France, par exemple, du consulat français. Enfin, Ouais, du d'accord. consulat turc en France, quoi. Ok. Mais c'est vrai que par exemple, hier soir, dans des villes où le CHP était sorti vainqueur, les voix ont été recalculées plusieurs fois, ont été recomptées Une dizaine plusieurs de fois parfois. Ouais. C'est courant ça que l'AKP fasse entre guillemets obstruction En fait, presque et redemande de compter comme ça plusieurs fois. En fait, dans toutes les élections, il y a eu des recomptages dans mes souvenirs. Je me souviens que par exemple, quand le maire d'Istanbul a été élu en 2019, Ekrem İmamoğlu, qui est issu du CHP, en fait, son élection n'avait pas été tout de suite reconnue, les votes ont été recomptés et finalement, elle a été élue maire d'Istanbul 3 mois plus tard. Donc en fait, par exemple, moi, hier soir, quand j'ai regardé l'élection, je savais qu'on n'aurait pas les résultats dans la soirée et qu'on les aurait le lendemain. Parce que c'est toujours comme ça, il y a des recomptages, ça prend du temps, ça dure toute la nuit. C'est aussi qu'on est en Turquie très attaché à la démocratie et au vote, je pense. Et du coup, tout le monde est très, très attaché, en fait. Il y a vraiment une espèce de frénésie autour de ça, quoi. Et justement, on a ArmyGear18 dans le chat qui dit « Ce qui m'impressionne, c'est la participation des habitants qui est très élevée en Turquie. » Et ça me fait penser qu'il y a donc Ursula von der Leyen qui a aujourd'hui la Commission européenne. Voilà, la démocratie, la force de la démocratie en Turquie. Mais c'est une république qui fête son premier centenaire cet automne. Et oui, et j'ai lu plusieurs commentaires qui disaient que c'était quand même une leçon pour les démocraties occidentales qui sont un peu plus fatiguées. Et donc, pour rappeler en fait à ceux qui nous écoutent, on a eu un taux de participation qui avoisine les 90%. Le Figaro, pour les citer, écrivait ce matin 95% carrément. Effectivement, c'est énorme. Le vote n'est pas obligatoire en Turquie. Non, et donc il n'est pas sanctionné quand il n'est pas utilisé, si je puis dire. Et contrairement à d'autres pays. Et en fait, les gens faisaient la queue, nous, ce qu'on écrivait dans les reportages hier de l'agence France Presse. Ils faisaient la queue des potes rombinais en famille pour aller voter jusque très tard en fin de journée, jusqu'à la fermeture en fait des bureaux de vote. Mais c'est vrai que les élections en Turquie, c'est un événement, c'est presque un événement familial en fait. Et les jeunes sont très politisés. Enfin, moi, j'étais en Turquie la semaine dernière. Et je discutais avec des jeunes de 20 ans qui me disaient moi, en fait, à 13 ans, je connaissais les noms des ministres. Je regardais la chaîne parlementaire turque. Donc, en fait, c'est une population qui est très, très politisée et qui suit énormément toutes ces élections. Quand ils vont voter, ils y vont en famille, ils emmènent leurs enfants. Enfin, je pense que c'est un peu... Quand ils vont voter ou quand ils vont à des meetings. Exactement, les meetings sont gigantesques. Oui, c'est incroyable, effectivement. Regardez les images encore hier soir. C'est assez impressionnant, oui. Mathias 972A qui dit « Le séisme en Turquie a fragilisé le régime d'Erdogan. Quel rôle a joué le séisme ?» Alors, parce que... en fait, je vous disais tout à l'heure... Deux sons de cloche. Il y a eu plein d'événements malheureux en Turquie.
Voilà, il y a eu les mouvements Gezi, la contestation Gezi, qui était au départ une lutte contre un projet urbanistique à Istanbul, qui s'est mué en lutte contre le pouvoir de l'AKP, pour les droits des femmes, pour les droits des LGBTQI+, pour l'environnement, pour des mesures écologiques. Il y a eu une forte répression à ce moment-là. Il y a eu 5 morts et des milliers de blessés selon les associations. Ensuite, vous avez eu tout un tas de trucs. Le scandale politico-financier en décembre 2013. Et à vous chaque avez fois, on eu croit la que ça mine. va faire chuter Tout à fait. Vous Erdogan. avez eu en mars 2014, au printemps 2014, vous aviez la mine de Soma dans laquelle 301 mineurs sont morts. Je crois que c'est à peu près là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, au moment de ce sinistre, puisque Yağmur et moi avons déjà travaillé ensemble en Turquie à plusieurs reprises. Et donc, à ce moment-là, Erdogan avait fait scandale parce qu'il s'était rendu sur place à Soma et qu'il avait insulté il s'en était pris, en fait, il l'avait attrapé par le cou, les images montraient ça, un manifestant qui était ému et qui reprochait en fait au gouvernement de ne pas avoir protégé les mineurs. Et à chaque fois, il y avait les municipales, il y a eu la première présidentielle, on est en 2014, Erdogan se fait élire. Ce que je veux dire, c'est que les faits sont toujours très importants. Vous avez eu des attentats où les gens ont accablé en fait les autorités turques, ont rendu responsables les autorités turques de ne pas avoir fait le nécessaire pour la sécurité des citoyens. Et à chaque fois, l'AKP gagne les élections, Erdogan gagne les élections. Voilà. Donc là, pour revenir au séisme, c'est très particulier parce qu'effectivement, si on se remet dans le contexte de début février de cette année, quand ce séisme fait au moins 50 000 morts, 3 millions de déplacés du côté turc. On disait qu'il y aurait un séisme politique derrière, quoi. Exactement. En fait, Mais en fait, et puis surtout, vous avez eu des secours qui sont arrivés sur place avec 48 heures de retard. Gestion très critiquée, oui. Gestion critiquée, les populations qui sont très branchées réseaux sociaux, qui voyaient, et je pense que tu l'as vu aussi, moi cette nuit-là, je ne sais pas pourquoi, je ne pouvais pas dormir. Et en fait, je voyais des messages de gens qui étaient sous les décombres et qui publiaient leur adresse, leur étage, etc. pour dire venez nous chercher. Donc, vous ne pouvez pas passer à côté de tout ça. Donc là, on s'imagine effectivement que le pouvoir de l'AKP, le pouvoir d'Erdogan va subir un énorme revers. Sauf que Erdogan promet la reconstruction en 1 an de ces logements. Il promet des aides, il promet des relogements. Exactement. Et c'est Delphine Minouy hier en direct aussi qui racontait ça, si je ne m'abuse. Delphine Minouy, la correspondante du Figaro à Istanbul, qui racontait en fait qu'il y a des repas qui sont distribués gratuitement 3 fois par jour dans cette zone aux sinistrés. Donc comment voulez-vous, quand vous n'avez plus rien, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'analyser. Les populations qui n'ont plus rien ont exprimé au départ leur colère et finalement aujourd'hui se disent oui, mais au moins on a déjà ça et vaut mieux croire en la reconstruction d'ici 1 an et voter pour eux que pas. Yağmur, toi, quand tu étais sur place pour couvrir le séisme, quel était le pouls au niveau politique? Est-ce que tu sentais que vraiment les sinistrés étaient... Ouais, moi, je suis allée en Turquie, dans la région d'Hatay, 6 jours après le séisme. Et en fait, c'est vrai que là-bas, la population était vraiment en colère. Et ce qu'on me disait aussi, c'est que c'est vrai, Erdogan est arrivé au pouvoir en 99, après le séisme d'Istanbul qui a fait des ravages. Et en fait, la population disait maintenant, Erdogan va partir avec ce séisme. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que l'épicentre du séisme, c'est Kahramanmaraş. Kahramanmaraş, c'est une région qui vote beaucoup pour l'AKP parce que c'est une région qui est très musulmane, qui est très pieuse et qui est attachée à ces valeurs-là qu'Erdogan... voilà, ça fait partie de la campagne d'Erdogan aussi de rattacher cette population avec l'islam, etc. Et du coup, c'est son électorat. Et il dit à son électorat aujourd'hui, c'est ça en fait, je vais reconstruire. Et moi, ça m'étonne pas. Il a demandé pardon aussi. Il a demandé pardon. Ce qui n'est pas anecdotique en fait pour le personnage. En fait, les votes n'ont pas bougé dans ces régions-là, quoi. Il n'y a pas eu de retournement de situation. Et est-ce que les villes sinistrées
ont pu voter normalement? Est-ce que le scrutin a pu se dérouler dans de bonnes conditions avec, je sais pas, des bureaux de vote? Alors, il y a On a quelques des infos là-dessus ou? il y a des bus qui ont été transférés vers les villes, sinistrées parce qu'il y a des personnes qui sont allées voter. C'est pas énorme parce qu'il y a 3 millions de déplacés. Après, certaines personnes qui ont été déplacées ont pu voter dans les villes où elles sont actuellement, réfugiées. Donc, il y a tout un système qui a été mis en place Il y a pour les longtemps. votes. Et en OK. fait, il y a longtemps, parce que j'avais reçu moi un courriel qui m'invitait à m'inscrire. Ouais. Je crois que je suis pas très bien enregistrée dans les registres de la Turquie, mais qui m'invitait à m'inscrire dans un autre bureau de vote d'une autre région. Mmh. Voilà. Donc tout ça a été préparé en amont. Donc le séisme, il y a aussi la crise économique. Elle a pas eu beaucoup d'impact non plus dans le choix, Si, moi, je pense qu'elle a eu un impact Ouais. parce que je pense que s'il y avait pas tout ce contexte, par exemple, du séisme, de la crise économique, l'inflation qui est énorme, Kılıçdaroğlu n'aurait pas eu autant de voix. Mmh. Là, il a 45 quand C'est quand même. même serré. Enfin, c'est pas C'est rien, serré. quoi. Je veux dire, par exemple, Muharrem İnce, qui était l'opposant principal il y a quelques années d'Erdogan à la présidentielle, n'a fait que 30 face à Erdogan. Et Erdogan est passé au premier tour. Donc en fait, la situation économique a quand même influencé le vote pour Kılıçdaroğlu. Ambre, est-ce que, on parlait des résultats qui étaient quand même, très serrés entre les 2 principaux, candidats, on va dire. Est-ce que ça veut dire que la Turquie est, un peu coupée en 2, plus divisée qu'avant? Elle est totalement polarisée et Ouais. elle est. En vrai, je vous dirais que la Turquie est polarisée depuis toujours, j'ai presque envie de dire. Enfin, enfin, c'est vrai, avant le début de votre émission, on en discutait comme ça, à bâton rompu. Je crois qu'en Turquie, quand les laïcs étaient au pouvoir, la gauche était au pouvoir, les sociodémocrates, le CHP, etc., il y avait une forme d'intolérance, oserais-je dire, une laïcité tellement forte, en fait, que les milieux conservateurs, religieux, pieux n'étaient pas considérés, voilà, ou prolétaires, voilà. Et que quand l'AKP a pris le pouvoir il y a 21 ans, là, il y a eu un retournement de situation. Donc, vous avez toujours eu une polarité en Turquie. Là, ce qui était intéressant, c'est que vous avez un candidat du CHP, de la coalition de la table des 6, Kılıçdaroğlu, qui essayait en fait d'agréger tout ce peuple entre croyants, femmes voilées, leur promettant d'assurer qu'elles pourront constitutionnellement porter leur voile et garantir leurs droits, quoi, par exemple. Yamour, c'est, un pays très divisé avec un peu 2 modes de vie qui s'affrontent, d'une certaine manière? Ouais, c'est un pays qui est divisé, qui arrive à vivre ensemble. Enfin, ils arrivent à vivre ensemble, mais c'est vrai que c'est très divisé. Et aujourd'hui, ben, une des batailles principales c'est vraiment l'économie. En fait, ce qui rassemble aussi cette population, c'est la crise économique, quoi. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en fait, une personne qui vote AKP et une personne qui vote CHP se retrouvent. Et c'est là que les votes peuvent changer, qu'une personne qui votait AKP maintenant vote pour le CHP. Et c'est aussi l'islam, parce que moi j'ai discuté aussi avec beaucoup de jeunes qui me disaient, en fait, moi j'ai l'impression que l'islam a été utilisé, la religion a été utilisée à des fins politiques. Mmh. On me disait, par exemple, quand on va à la mosquée, il y a des appels à voter voter ou à se rendre à Erdogan. des meetings. Ouais. Et en fait, mais ça, c'est la jeunesse qui le raconte. Et du coup, en fait, c'est cette utilisation à des fins politiques qui fait aussi que parfois, certaines voix peuvent aller vers le CHP de Est l'AKP. est-ce qu'on a raté aussi, toujours du point de vue des médias occidentaux, un peu un truc, vis-à-vis du vote des jeunes? J'avais lu des articles qui titraient, voilà, les jeunes qui vont faire donc 8 du corps électoral, qui peuvent faire, complètement, qui peuvent retourner l'élection, On a parlé des jeunes et on a parlé des femmes aussi. il y a Ouais. plusieurs jeunesses, il y a Oui, plusieurs on a dit il y a 500 000 votants femmes de plus par rapport aux hommes, donc peut-être que ça peut Mmh. tout changer. On a dit il y a 5,2 millions à peu près de jeunes primo-votants, donc ça peut tout changer. Et au final, je sais pas, Ouais. on n'a pas d'analyse pour l'instant. OK. En fait, c'est encore Oui, il y a Sur sur le tôt, vote il y des a jeunes, plus sur le de- vote des jeunes, on n'a pas Ouais. encore des données. C'est pas clair. Mm. Sur le vote des jeunes, il y a 6 millions de primo-votants.
Oui. Mais Et il y a les autres. et il y a les autres. Et surtout, en fait, les 2 parties, se sont beaucoup adressées à la jeunesse parce que c'était aussi, un des enjeu. enjeux, ouais, de cette élection. Enfin, moi, je sais que, par exemple, j'ai entendu qu'Erdogan, donnait aux jeunes qui venaient d'avoir 18 ans, des tablettes ou, des gigas d'internet gratuits, et pareil, Kılıçdaroğlu a vachement utilisé tous les codes de la jeunesse, oui. le cœur avec les mains, Ouais. Tes les vidéos réseaux sur sociaux. YouTube. Ouais. Donc, Il y a le ministre de la Justice qui a dit, je trouve que ça illustre bien ce côté Turquie divisée en deux. Il a dit le 15 mai, les Turcs boiront du champagne ou se prosterneront sur le tapis de prière. Voilà, c'était juste pour relever cette citation. Dans le chat, Idriss0622 qui demande une tentative de coup d'État aussi, non? Point d'interrogation. C'est-à-dire Il y a des gens qui se posent la question de S'il y est-ce qu'il aura pourrait une y avoir... Ouais. Mais en Turquie, tout est possible. possible, ouais, la politique est... Non, mais tout est possible en Turquie. Donc je ne suis pas Madame Irma, toi non plus. Franchement, là-dessus, T'as une boule je de saurais cristal pas répondre. Ouais, Le mar de café, non, t'as Non. pas essayé, moi non plus. Je sais C'est vrai pas. que la situation est hyper floue. C'est vrai que les 15 jours là vont être très tendus parce que On a eu c'est une peur, campagne hein. que les Turcs ne connaissent pas en fait, le second tour. Non, mais au-delà de ça, Ah on a oui, eu l'entre-deux peur. tours L'entre-deux que nous on tours. connaît bien. Bah ouais. Enfin, moi, j'étais la première à dire il faut faire attention au soir du premier tour, si le scrutin est validé dès le premier tour, qu'il y a des... Enfin voilà, il peut y avoir entre pro-AKP et pro-coalition, en fait, voilà, une mésentente, si je puis dire. Voilà, donc tout est possible. Tout est possible. Yann Amat qui demande quels sont les grands défis pour le pays à l'avenir. Redresser l'économie, je crois que c'est la L'économie, c'est la priorité. priorité. Ouais, Ouais. la priorité. Là, on a une dévaluation monétaire qui est très importante. On a une inflation qui a atteint 85% cet automne. On est à 45%. Et on Ça, discutait ouais. tout à l'heure, en fait, du niveau du SMIC et des biens. Ce matin, j'en parlais encore avec ma tante en Turquie. Elle me disait, donc, le SMIC en Turquie est de 9000 TL. C'est à peu D'accord. près 400 euros. Le loyer dans un pauvre village de la côte égéenne, 2 chambres, un salon, c'est, je te disais combien 3000, 7000. 7000 lira. TL, Oui, donc on 7000 se rend bien liras. compte de... Et à Istanbul, c'est 13 000, soit beaucoup plus que le SMIC. Voilà, donc les jeunes n'ont plus accès au logement, n'ont plus Et là, accès c'est à de la la survie priorité. à Oui. ce stade-là, quoi. La viande coûte très cher, les oignons coûtent très cher, Oui, les tomates, j'avais la vu pomme ça. de voilà. terre qui pousse toute seule, elle coûte hyper cher. Et certains propriétaires aujourd'hui, même à Istanbul par exemple, demandent à leurs locataires de partir parce que parce qu'ils peuvent plus payer les loyers et en fait ils s'adaptent à l'inflation, donc du coup les loyers explosent en Turquie. Et c'est une situation qui est assez catastrophique. Et l'autre enjeu, c'est reconstruire aussi le sud-est qui est complètement ravagé par les séismes, quoi. Ça va être un gros enjeu aussi de... Rassurer ses partenaires Ouais. occidentaux, internationaux, continuer à travailler avec l'Europe et avec la Russie. Il y aura tout ça. Et peut-être un mot aussi sur les législatives, donc l'AKP qui... 321 sièges, Sièges. sur 600, ouais. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot du rôle du Parlement dans Le Parlement n'a plus trop de Réduit pouvoir. à hein. peau Voilà. de chagrin. On a dit plus que trop de c'est un pouvoir, peu une chambre d'enregistrement qui sert pas à grand-chose, parce que Ouais. donc il y a plus de Premier ministre. Non. Depuis un référendum en 2017 qu'a remporté Erdogan et créant un régime présidentiel de fait avec un parlement résumé à une chambre, l'Assemblée turque, qui a juste un pouvoir d'enregistrement en fait. Voilà. En tout cas, oui, j'imagine qu'Erdogan essaye de se servir aussi de sa victoire aux législatives pour dire, ben voilà, si vous voulez qu'on gouverne de manière stable, il faut aussi qu'on ait un Parlement qui soit de notre côté. Est-ce qu'il pourrait y avoir un effet psychologique comme ça? Ça le rassure déjà. Pour lui, c'est une victoire, le Parlement. Même si le Parlement n'a pas énormément de pouvoir, oui, c'est une forme de victoire. C'est pour ça que le 14 mai, il y a vraiment deux lectures. La lecture où oui, c'est une sorte de défaite parce qu'il passe au second tour.
mais en même temps, il a le Parlement, il a un écart de voix qui est assez conséquent quand même avec Kılıçdaroğlu. Les voix de Sinan Oğan, on n'est pas sûr qu'elles iront à Kılıçdaroğlu parce que Ça me paraît, oui. voilà, ça paraît pas très, Ça très paraît un probable. peu Après, il s'est pas difficile. encore prononcé, Mais il a quand même dit, il a dit qu'il donnerait, qu'il donnerait une consigne de vote pour Kılıçdaroğlu si il arrêtait de soutenir le HDP, parti les pro-kurde. Ouais. Donc, ce qui n'est pas près d'arriver. Donc, non, parce que Sinan Oğan, il vient d'une mouvance qui est très ultranationaliste, anti-kurde, anti-réfugiés aussi, anti-réfugiés syriens. 5% quand même, un peu plus de 5%. 5%, ouais. Et donc, ce serait la condition pour qu'il donne une consigne de vote en faveur de Kılıçdaroğlu, mais pour l'instant. Et tout à l'heure, on parlait du vote des Turcs de l'étranger. Donc, il y en a 1,4 million. Est-ce qu'on sait pour qui votent les Turcs de l'étranger? Je pense que 1,4 million, ça doit être en France. Ah, d'accord. Ok. Oui, parce qu'on est un peu plus nombreux que ça. Ouais. Je crois qu'on est pas loin de 4-5 millions votants. Ouais. Oui, alors il y a des bureaux de vote qui ont été dépouillés aujourd'hui et je regardais C'était ça. un peu l'inconnu. Et plus ou moins, alors en Allemagne, c'est à peu près 60%, je crois, si je ne me trompe pas, pour Erdogan. Et quand vous regardez, j'ai pas les chiffres pour la France, mais quand on regarde l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Finlande, la Corée du Sud, là c'est pour Kılıçdaroğlu. Mais j'ai lu quand même qu'en majeure partie, les Turcs de l'étranger votaient quand même plutôt pour Erdogan. Oui, mais voilà, en fait, ce qui est très différent, ce qui dénote ou est différent, c'est le vote des Turcs de Finlande ou du bassin méditerranéen, etc. C'est pas la même immigration, c'est pas la même histoire migratoire en fait. En Allemagne, ont migré des Turcs qui venaient de la profonde Anatolie, de milieux pauvres, peu éduqués. Oui, c'était pas des et donc assez conservatrices, pieuses, etc. Et en France, vous avez eu toute la vague d'immigration plutôt politique, des révolutionnaires qui ont été emprisonnés ou qui étaient menacés d'emprisonnement. Puis, dans les années 90, vous avez eu aussi cette vague migratoire qui venait en fait de la profonde Anatolie, conservatrice. Yamour, Erdogan, il a fait campagne sur quoi? J'ai entendu aujourd'hui à la radio, à la télé et tout, plusieurs spécialistes qui disaient en fait, il a pas fait campagne sur grand-chose, si ce n'est sur sa personne, finalement, pour ces élections-là. Surtout qu'il n'a pas eu le temps de faire vraiment campagne. Ouais, il y a eu un programme. En fait, après les séismes, la question, c'était est-ce qu'il va y avoir des élections? Moi, personnellement, je pensais même qu'on allait les annuler, quoi, parce que le pays était tellement dans une instabilité. On n'imaginait pas que les élections allaient se maintenir. Donc, c'est que la campagne a duré très peu de temps. Et c'est vrai que oui, il a beaucoup misé sur la religion, sur l'instabilité du pays, la rhétorique de la guerre, la vente des drones en Ukraine, son poids dans le monde occidental aussi, dans le monde oriental. Il s'est beaucoup appuyé sur cette rhétorique-là, quoi. Il a dit qu'il allait redresser le pays. Promis des emplois, il a promis des revalorisations salariales pour un certain nombre de fonctionnaires. Et il a mené une campagne assez violente, verbalement, à l'égard du candidat de l'opposition, Kılıçdaroğlu, en l'insultant d'ivrogne, en le renvoyant à sa consommation d'alcool, pardon. Et puis sa proximité en l'accusant de terrorisme, en fait, tout simplement, parce que le HDP soutient le candidat Kılıçdaroğlu et que le HDP est considéré par Erdogan et l'AKP comme étant proche, le bras intellectuel ou politique du PKK. Et on a l'impression que, en gros, il n'y a pas d'alternative possible à Erdogan, que l'alternative égale instabilité, en fait. C'est comme ça que les Turcs voient les choses. Les premiers commentaires si ça change, aujourd'hui, c'est insécurisant, quoi. Et c'est exactement les premiers commentaires du jour, en fait. Je crois que les Turcs ont préféré, que ce soit dans les régions sinistrées ou dans les régions du centre du pays, en dépit de la gestion
gestion du séisme, en dépit de la crise économique qui est importante, en dépit de ce glissement autoritaire du pouvoir depuis plusieurs années, préfère la stabilité à l'inconnu. Sachant que en face, en fait, vous avez quand même une alliance qui est très hétérogène. Je veux dire, il faut rappeler quand même que Kılıçdaroğlu est le candidat d'une alliance qui va de l'extrême droite jusqu'aux sociodémocrates, soutenu par le HDP, donc parti pro-kurde. Dans ces conditions, vous avez envie de dire, mais quel est le programme, en fait ? Quel est le programme? Comment est-ce que tous ensemble, ils vont pouvoir s'entendre? Comment est-ce qu'ils vont régler la question kurde? Ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Comment on règle la question migratoire? Quelle est notre politique vis-à-vis de l'OTAN? Quelle est notre politique vis-à-vis de la Russie? Quelle est notre politique vis-à-vis de l'Union européenne? Donc tout ça, en fait, ne contribue pas à rassurer l'électorat turc qui a préféré, je crois, la constance. Et en même temps, on se dit que du coup, ce régime hyper présidentiel qu'Erdogan a construit, finalement, sa stratégie, elle marche. C'est-à-dire que les gens n'arrivent plus à se voir dans l'avenir sans lui, en fait. Oui, c'est ça. Et surtout, c'est ça. En fait, lui, il mise sur l'instabilité. Et lui, c'est la stabilité dans le pays. C'est sa rhétorique. Voilà, il fait campagne là-dessus. Il faut savoir aussi que lui, il a gagné 14 élections jusqu'à présent. Et Kılıçdaroğlu, aucune. C'est un fonctionnaire, il est député. Mais il n'a jamais gagné aucune élection. Donc, il est moins rassurant pour les Turcs qu'Erdogan, quoi. Parce qu'ils le connaissent, en fait, Erdogan, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire des médias, des chaînes de télévision en Turquie et quel est le poids de la propagande, entre guillemets, qui est faite sur ces chaînes-là, qu'on se rende un petit peu compte, nous, vu d'ici, ça ressemble à quoi? Je sais pas, les répartitions de temps de parole à la télé, c'est déséquilibré, on en est où? Je crois que, par exemple, là, pour cette campagne, Erdogan a eu 48 heures de temps de parole et Kılıçdaroğlu 30 minutes, quoi. Sur TRT, c'est ça. 48 heures contre 32 minutes. 32 minutes, ouais. Donc c'est assez hallucinant, ouais. Comment on peut interpréter les résultats au regard de ça aussi? Nous, on a vécu et travaillé en Turquie avec Yağmur à une époque où en fait commençaient les purges. Donc c'était après le mouvement de Gezi où commençaient les purges chez les magistrats, chez les militaires, les officiers, les journalistes. Petit à petit, il y a eu en fait soit des journalistes emprisonnés, soit des journalistes qui ont fui. On a aussi vu des gens à Istanbul avec lesquels on travaillait ou qu'on croisait sur le terrain. Parce que ne pouvant plus exercer leur métier correctement. Qui avaient peur d'être emprisonnés, qui travaillaient par exemple pour des chaînes kurdes d'opposition, turques d'opposition aussi, et qui du jour au lendemain ont littéralement fui le pays. Et cela, moi, je n'en ai pas le décompte, mais c'est une réalité. Vous avez eu des journaux qui ont été fermés. Donc, de plus en plus de canards ont été entre les mains du pouvoir. Donc, à partir de là, Et puis, d'ailleurs, RSF, pardon, mais cette année, classe à la 165e place, c'est ça, la Turquie qui recule encore d'une dizaine de places. Donc, voilà, c'est compliqué, mais les Turcs trouvent toujours... Et c'est ça qui est drôle, en fait, en Turquie, si je puis dire. Ils trouvent toujours le moyen de s'informer, ils trouvent toujours le moyen de diffuser des messages. Ils s'informent comment? Les réseaux sociaux. Ouais. Vous avez des journaux satiriques aussi. Il y avait ce journal qui s'appelait Penguin en Turquie qui se vendait comme ça. Il y avait des journaux qui se vendaient sous le manteau, en fait, littéralement aussi, qui cartonnaient. En fait, c'était des journaux satiriques. Voilà. Et sur les réseaux sociaux, beaucoup, quoi. Oui, les réseaux sociaux, c'est vraiment... c'est le deuxième média, quoi, en Turquie. Et puis, en fait, c'est toutes les générations qui s'informent sur les réseaux sociaux. Enfin, je sais que moi, par exemple, je discutais avec une dame qui avait la cinquantaine et qui me disait, moi, ce que je regarde, c'est ce qu'ils appellent sokak reportages, c'est les reportages de rue, les vox pop, quoi. Okay. Et ils s'informent beaucoup avec des vox pop, les sondages à travers la population, etc. Et oui, voilà, les réseaux sociaux, Twitter, TikTok aussi, ça marche hyper bien en Turquie. C'est le deuxième...
C'est nos la familles deuxième qui nous plateforme apprennent. quoi, d'information en Turquie. Et ici, en France, en tout cas, les gens se posent souvent cette question-là. En tout cas, nous, ça revient souvent dans le chat. On avait fait d'autres émissions sur la Turquie. Les gens se posent la question de la fiabilité du scrutin. Il y a toujours cette espèce d'inquiétude. Est-ce que là-dessus, là, en tout cas, cette fois-ci, les choses se passent comment? Il y a des observateurs. À quel point on peut se fier aux résultats? Je crois que là, il y avait 500 observateurs dans toute la 500 000 500 000 ouais, pardon, observateurs. 500 000 500 000. C'est incroyable, quoi. dans toute la Turquie et Donc, c'est des citoyens volontaires, en fait. Ouais, c'est Des ça. avocats, Des des avocats observateurs étrangers, internationaux. Et c'est vrai que le jour du scrutin, c'est difficile de dire qu'il y a des fraudes, etc. Parce Oui. que tout est très surveillé. Après, s'il y en a, ça peut être avant ou après, mais pour l'instant, je pourrais pas Ça, en on dire n'a pas de plus. Ouais. remontée. On n'a Comme pas je disais, énormément c'est d'infos juste là-dessus. le candidat du CHP, de la table des 6, qui hier disait que un certain nombre de bureaux de vote, les voix pour le CHP, pour la coalition, dans un certain nombre de bureaux de vote n'étaient pas comptabilisés pour une histoire de... Enfin, ils n'étaient pas comptabilisés tout simplement, quoi. Et malheureusement, selon ses dires, dans des bureaux de vote où la coalition était en tête. Mais aller le prouver aujourd'hui, Oui, c'est juste pas possible. c'est Mais pas ça ne le possible. sera pas, même dans 15 jours. Je Ouais. vois pas comment on le fait, quoi. Caradoc qui dit, pardon, dans le chat, j'ai vu une vidéo, ça vient de Twitter, qui montrerait un bourrage d'urne. Bon, ben là, Caradoc, c'est pareil. Si tu as le lien, à la limite, tu peux nous l'envoyer, mais ouais, moi, en tout cas, je vois pas. Faudrait vérifier derrière. Je pense que ça arrive. Y a pas de. Ouais. Moi aussi, j'ai vu des vidéos circuler sur Twitter. Mais pour l'instant, le CHP, par exemple, hier, toute la soirée, a dit nous sommes en tête, on est en tête, on a la majorité, etc. Mais bon, il faut que ça se soit prouvé par la suite. Puis on a quand même des observateurs. Chacun des partis a bien demandé à ces observateurs de rester et de surveiller les urnes très tard. Jusqu'au bout, jusqu'au transfert. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé donc du troisième homme de l'élection, donc Sinan Oğan, c'est comme ça qu'on dit, donc qui a fait 5,2% des voix. Ça représente quoi par rapport aux précédentes élections? C'est un chiffre qui est... certains parlent d'une percée des nationalistes. Alors, j'ai pas les chiffres d'avant en tête, pour être honnête. Mais c'est sûr que sachant que l'AKP gouvernait avec ce parti et que lui, Sinan Oğan, est un dissident en fait, vous dites il a quand même réussi à avoir plus de 5% des voix. C'est pas négligeable en fait. C'est une surprise. Enfin, on s'attendait pas à autant de voix pour Sinan Oğan. Ouais. C'est une vraie surprise. Et sur la question kurde, qu'on se rende bien compte, quel rôle joue la question kurde dans les élections? Il y a les pro-kurdes, les anti-kurdes. Erdogan, quand il était... c'était en 2013, 2003, je ne sais plus. Quand il s'est fait élire, en fait, il y a 20 ans, il n'y a pas que la frange conservatrice de la Turquie, c'était il y a 20 ans. Il n'y a pas que cette frange conservatrice et pieuse vers laquelle il se tournait et à laquelle il promettait en fait une ascension sociale, une reconnaissance dans la société, etc. Il y avait aussi les Kurdes. Il y avait aussi la question des Kurdes, reconnaître leur droit à parler leur langue, la reconnaissance de leur culture, le droit de la vivre en fait. De chanter des chansons kurdes lors de concerts, de lire des poèmes kurdes, etc., qui était un délit jadis en Turquie. Et oui. Ok, ça je savais pas. Et donc les Kurdes, en fait, ont saisi cette opportunité-là et pendant longtemps y ont cru jusqu'en 2015, où là, vous avez eu une rupture des pourparlers, où vous avez eu plusieurs attentats qui ont été perpétrés contre les Kurdes et où la Turquie, qui craignait, en fait, à ce moment-là, la Syrie était en guerre. Et vous aviez des Kurdes dans le nord de la Syrie qui menaient le combat contre l'État islamique. Et donc tout ça pour dire que la Turquie, Erdogan, a eu peur que les Kurdes aient envie d'autonomie dans le sud de son pays, à l'instar des Kurdes de Syrie ou d'Irak. Et donc la guerre a éclaté de nouveau. Voilà. Aujourd'hui, les Kurdes... Quand vous savez que, par exemple, le parti pro-kurde, le chef du parti cofondateur, Selahattin Demirtas, est emprisonné depuis 2016 pour des accusations de terrorisme,
la question est très difficile en fait avec les Kurdes. Est-ce qu'ils font de nouveau confiance à l'AKP? Quand je regarde le vote... Ouais. Quel score fait Erdogan dans les zones kurdes, demande Idriss 0622. C'est partagé. Il y a une partie des Kurdes qui votent pour l'AKP parce que ils sont musulmans, ils sont croyants, donc ils votent pour Erdogan. Et une autre partie qui vote pour, cette fois, qui vont voter pour le CHP parce que Selahattin Demirtas a donné la consigne de voter pour le CHP. Donc c'est une réserve de voix. C'est une réserve de voix. Et surtout, c'est un gros enjeu pour cette élection parce que sur quoi reposent les voix de Sinan Oğan? C'est la question kurde, en fait. Sinan Oğan dit je donnerai ma consigne si Kılıçdaroğlu se détache du HDP, en fait. Donc, c'est une réserve de voix. Le truc, c'est qu'ils ont déjà voté. Oui. Dès le premier tour. Faiseur de roi. Et c'est 10 à 15% du corps électoral, j'ai regardé. Tout à fait. Et quand vous regardez en fait la carte de la Turquie cet après-midi, pour les plus curieux, je les invite à regarder sur les sites turcs, les régions sinistrées du sud-est, sinistrées par le séisme, ont voté majoritairement pour Erdogan, à entre 62 et 77%. Vraiment majeur. Et plus vous allez vers l'est du pays, le sud-est du pays, qui est aussi kurde, et plus ils ont voté, eux, pour Kılıçdaroğlu à 70%. Voilà, il y a vraiment une division, en fait, ce qui est assez hallucinant. N'oublie pas le micro, Yamou. En général, les invités, à partir de 45 minutes, ils lâchent le micro. Tout à l'heure, on l'a évoqué, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus, sur le regard que les Occidentaux portent sur la Turquie. À chaque fois, on dit qu'Erdogan va perdre, mais en fait, non. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, de ça? Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à saisir de la Turquie? Franchement, comment on analyse les choses ici? Je pense que c'est un fantasme aussi occidental de se dire qu'Erdogan va partir, parce qu'il y a eu plein de crises diplomatiques entre l'Occident et la Turquie. Et c'est vrai que cette fois, pour cette élection, Kılıçdaroğlu a quand même mené une campagne assez forte, assez intense. Il s'est adressé beaucoup à la jeunesse. Les jeunes ont eu beaucoup d'espoir en Kılıçdaroğlu. Et c'est vrai que je pense que l'Occident a voulu croire, comme les électeurs de Kılıçdaroğlu, en une possible victoire du CHP ou de l'opposition, quoi. Ouais. Il y a toujours ce truc. Quand on va en Turquie, qu'on travaille sur place, et que sur des drames, encore une fois, que vous voyez les gens hurler toute leur détresse, vous y croyez, en fait. Enfin, vous voyez, vous vous dites, ils en veulent tellement au gouvernement, tellement au président. Le lien semble évident, en fait. L'équation est vite faite dans votre tête. Parce qu'ici, c'est comme ça qu'on fonctionne. On sanctionne le président. Exactement. Mais en Turquie, il y a toujours... vous êtes en Orient, en fait. Je sais pas, on exprime les sentiments et puis après, il y a peut-être le moment de la raison où les gens se disent... comme je disais tout à l'heure, je crois que les Turcs ont choisi la stabilité et la continuité en espérant des jours meilleurs au niveau économique, ou une reconstruction, etc. etc. Et voilà. Et donc, nous, Occidentaux, on n'est pas habitués à ça. Quand on se plaint d'un président... Quand on se plaint d'Emmanuel Macron contre la réforme des retraites, etc., vous avez encore des manifestations. Et ça dure. Et si demain, il y a un référendum, les chances que le oui l'emporte seraient quand même assez faibles, peu importe, presque, j'ai envie de dire, peu importe le sujet. En Turquie, c'est pas comme ça. Et surtout, en Turquie, il y a aussi... Merci pour le raid, pardon. Il y a aussi une grande partie de la population qui vote au-delà du programme, au-delà de toutes les questions économiques, etc., qui vote pour un leader et une figure, en fait. Et c'est vrai qu'Erdogan représente une figure qui n'a pas bougé depuis 20 ans, quoi. Donc, c'est aussi pour ça qu'en fait, on n'a pas pris la mesure, je pense, de cette élection. Est-ce qu'on peut se dire que Kılıçdaroğlu a quand même créé une forme d'opposition en Turquie? Il y a quelque chose qui va rester ou pas? Oui, parce qu'il a quand même réussi à fédérer 6 partis qui ne communiquaient pas vraiment autour de lui. Enfin, il a réussi à parler à plusieurs franges de la société. Donc, c'est une opposition qui est forte. Et surtout que Kılıçdaroğlu, c'est quelqu'un qui est Alevi, donc il vient d'une minorité religieuse en Turquie. On n'imaginait pas... kurde. Kurde aussi. Oui. Donc, évidemment... on n'imaginait pas autant de voix pour un candidat qui est issu justement de cette minorité-là.
Donc oui, il a réussi à fédérer au-delà en fait de ce que lui représente. Mhm. Il a réussi à fédérer toute une partie de la population, quoi. Je voudrais juste nuancer un peu, enfin, mon propos tout à l'heure, hein, ou nos propos. Le second tour n'est pas joué. Oui. Donc en fait, Oui, c'est le peut-être que 28 mai. C'est dans, long, 15 jours. Hein. dans une dizaine de jours, vous allez nous réinviter pour parler cette fois-ci de l'élection de Kılıçdaroğlu. On sait-on jamais, En j'en fait, sais oui, rien. tout est possible, quoi. On La n'en sait Turquie, rien. c'est tellement Enfin, politiquement, on n'est jamais sûr de rien. Vraiment, tout est possible. Demain, les voix peuvent aller vers Kılıçdaroğlu. Enfin, par exemple, Imamoglu, quand il a été élu et que son élection n'a pas été validée, il a été élu avec encore plus de voix 3 mois plus tard. Donc Oui. c'était, enfin, je pense que les Turcs sont imprévisibles, quoi. Mm. C'est Qu'est-ce qu'il va faire là, Kılıçdaroğlu, pour essayer de récupérer un maximum de voix? Sur quoi il va jouer Mais ouais. j'en ai aucune idée. J'aimerais bien qu'on l'appelle là. Ouais. Non, mais j'ai aucune idée pour le coup. Il va essayer d'aller Bah, chercher il va essayer de qui? chercher les voix de Sinan Oğan, quoi. Donc, Comment? ben, C'est difficile parce c'est que d'un difficile, côté, il a ouais. le HDP qui le soutient et c'est pas négligeable du tout. Par ailleurs, enfin, tu l'as dit, il a fait une vidéo pour annoncer très officiellement ce qu'il savait en Turquie, qu'il est kurde d'origine et qu'il est alevi, kurde de son père et qu'il est alevi et qui vient de Dersim. Donc c'est quand même, enfin, est-ce qu'un candidat comme Sinan Oğan ou est-ce que l'électorat de Sinan Oğan peut voter pour quelqu'un qui se dit haut et fort, enfin aujourd'hui haut et fort, kurde et alevi? Je ne suis pas convaincue à 100% en fait. C'est Et- pas l'électorat en fait du MHP. Et peut-être, on l'a déjà évoqué, mais on peut peut-être le redire pour Tartiflette du 974, qui dit, j'imagine, donc qui vient à peine d'arriver et qui dit, j'imagine que la question a déjà été posée, mais la probité des résultats est-elle remise en question? Eh bien non, pas aujourd'hui. Le micro. Oui, le haut comité À électoral a valider, validé. donc Ouais. voilà. Voilà, pas de remise en question de la stabilité, on va dire, du scrutin. En fait, Elle- ça peut être remis en question après le second tour, quoi. Ok. Si, Pour le moment, certains c'est trop partis tôt. Ouais. LD Player FR. Vous y croyez au changement, mesdames? Point d'interrogation. Alors nous, on est journalistes, on Voilà. croit à rien. Mais oui, On ne croit en rien et ça, c'est important de le dire. Et avant, voilà, nous, c'est notre carte de presse et c'est tout qui nous c'est dit. ça. Non, mais je le dis parce que la question revient souvent, donc c'est important de le préciser. Et je crois que, pardon, mais c'est marrant qu'on pose cette question, mais je crois que toutes les deux, quand on fait notre boulot, on le fait en ayant le doute à chaque fois, en se Ouais. posant 1000 Oui, milliards de vous êtes questions, journaliste, quoi. en n'ayant pas de certitude. Et c'est ça qui compte, en fait. Donc moi, j'observe. Voilà. Yamour. Je suis entièrement d'accord. Enfin, là, moi, j'étais en Turquie donc la semaine dernière, et c'est vrai que quand on Ouais. discute avec les partisans d'Erdogan, on se dit, en fait, Erdogan a toutes ses chances. Et quand on discute avec les partisans de Kılıçdaroğlu, on se dit, Kılıçdaroğlu a toutes ses chances, en fait. Mais dans les urnes, on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Donc c'est Puis moi, j'y étais il y a quelques mois. Je repense quand j'y étais, c'est en mois de septembre, en vacances. Je parlais avec beaucoup de gens et beaucoup de gens qui étaient plutôt de l'électorat de l'AKP et d'Erdogan Mhm. et qui en revenaient et qui Ok. n'y allaient pas avec le dos de la cuillère pour le coup. Donc moi, à ce moment-là, quand je suis rentrée, je me suis dit, c'est un peu chaud patate. Mm. Ça va être difficile ces élections. Et au final, regardez les résultats. Je veux dire, enfin, voilà. Et comment expliquer que ces élections intéressent autant ici, par exemple, en France? En même temps, je vous dirais, il n'y a pas eu énormément de papier ce matin, mais ça Ouais. Si, ça intéresse. intéresse quand même. Ça intéresse parce que la situation de la Turquie, elle est stratégique. Faut pas oublier qu'il y a des ressources de gaz actuellement exploitées en mer Noire, que la Turquie joue un rôle important entre l'Ukraine et la Russie, qu'elle a 3,7 millions personnes d'origine syrienne sur son territoire Mm. et que régulièrement Erdogan avait menacé l'Union européenne, si elle ne donnait pas suffisamment de subventions, de les laisser passer les frontières, etc. Gros poids Donc, sur la scène internationale. Mais oui, et puis c'est un membre de l'OTAN. Voilà, donc il y a quelque chose qui nous lie, en fait, l'Europe à la Turquie et l'Occident à la Turquie. Puis une histoire, évidemment.
importante. M. Wendigo, petite question, j'arrive, entre parenthèses. L'opposant du président turc est de quel bord politique? Il vient du parti républicain du peuple, donc le CHP. Ouais. C'est un peu l'héritier d'Atatürk. Oui. Complètement même. Mais complètement, parce que c'est ouais. le créateur du parti, Ouais. Mustafa Kemal Atatürk. Laïque, ouais. Donc très laïque, social-démocrate. Donc on dit plutôt de centre-gauche. Centre-gauche, ouais. Et c'est vrai qu'on se dit, tout à l'heure on parlait du report des voix du nationaliste Sinan Oğan. On se dit comment en tant que homme politique de gauche, social-démocrate, comment on va faire pour aller récupérer ces voix? Ça paraît complètement... Après, il y a aussi toute la question des migrants, et je sais qu'une partie, Ah oui, ça a été évoqué dans le chat. Ouais, partie des personnes qui ont voté pour le CHP sont aussi pour le retour des migrants en Syrie, et c'est aussi un des points de Sinan Oğan, quoi. Lui, il est anti-migrant, anti-kurde, ultranationaliste, donc peut-être qu'il va miser là-dessus, mais c'est vraiment impossible à dire, quoi. Mais c'est vrai que la question des migrants est vraiment très très importante. Bien qu'il soit d'un parti de centre-gauche et social-démocrate, Kılıçdaroğlu a bien dit qu'il allait organiser le retour au pays des Syriens. Donc ouais, la question des migrants centrale aussi dans cet événement. Ouais. Et la position d'Erdogan vis-à-vis de la guerre en Ukraine, c'est quoi? On en est où? Si vous deviez nous expliquer un petit peu. C'est un partenaire qui a réussi, je crois qu'on peut le dire ainsi quand même, à obtenir un accord sur les livraisons de céréales entre la Russie et l'Ukraine. Donc il est proche de la Russie. Et la Russie aujourd'hui a fait une déclaration en disant qu'on continuerait à travailler avec les autorités turques et à approfondir nos relations. Et de l'autre côté, on livre des drones à l'armée ukrainienne, quoi. Ouais, on comprend pas trop. Donc, et c'est puis pour ça en que je vous plus, posais la question. On a signé un accord il y a plusieurs années de ça avec la Russie qui a permis à la Turquie de construire une centrale nucléaire dans le sud de la Turquie, qui vient d'être inaugurée il y a quelques semaines de ça. On travaille avec la Russie et donc la Russie et l'Iran et la Syrie. Donc la Syrie et la Turquie, qui s'entendaient plus du tout, en fait, sont en train de renouer par l'intermédiaire de... Donc géopolitiquement, tout ça pour dire que la Turquie est très proche de la Russie, qu'à un moment où l'Union européenne lui tournait le dos pour un certain nombre de choses, la Russie a fait le choix stratégique de développer sa coopération avec la Russie. Et est-ce que Kılıçdaroğlu a une position différente que celle d'Erdogan sur la Russie et l'Ukraine? Ou est-ce qu'ils sont alignés là-dessus? Alors, le truc, c'est que Kılıçdaroğlu, à la différence de l'AKP et d'Erdogan, a bien dit, comme l'ensemble de la coalition, qu'on se tournerait davantage vers l'OTAN et vers l'Occident, en fait, vers l'Union européenne, tout en gardant le partenariat privilégié avec la Russie. Mais à titre d'exemple, par exemple, l'année dernière, quand il y avait un certain nombre de sanctions européennes contre les Russes et l'économie russe, la Turquie, elle a fait le choix de ne pas participer à ces sanctions et paye son gaz avec des roubles. Comment vous voyez, vous, les jours à venir? C'est assez flou, ouais. Il y avait une espèce de... Presque, j'ai envie de dire, même si c'est... Enfin, c'est pas sympa pour les pros Kılıçdaroğlu, mais une espèce de gueule de bois hier soir, quoi. Enfin, vraiment... Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit ça au tout début de l'émission. Oui, gueule de bois ce matin. C'est pas juste parce que Kılıçdaroğlu est attaqué et tous ses sympathisants parce qu'ils consomment de l'alcool ou ils sont supposés consommer de l'alcool et que de l'autre côté, on considère que c'est pas pieux, etc. Mais ouais, il y a eu une vraie surprise, en fait, hier pour tous ces sympathisants. Ils ne s'attendaient pas à ce résultat, je pense. Quoi. Je pense que le second tour était attendu, mais pas avec un écart aussi important. Et je pense que là, Kılıçdaroğlu a fait des appels sur Twitter, etc., en disant on continue, on il va a pas contesté lâcher. Les chiffres déjà hier soir, c'était assez...
Toute la soirée, il a Oui. contesté les chiffres, il a tweeté en disant on est en tête, etc. Donc la campagne va continuer comme ça, quoi. Il s'en est pris à l'agence Anadolu aussi, Ouais. l'agence de presse Oui, c'est Anadolu, ça. en disant qu'ils étaient sous respirateur artificiel Oui, du c'est ça. gouvernement. Ouais. Euh, C'est une agence qui est très pro-étatique, quoi. Donc, mais du coup, la campagne va continuer comme ça. C'est nous qui avons gagné, et puis les autres diront non, c'est nous qui avons gagné. Et ça va être polarisé. Ouais. Et je pense que Erdogan et ses sympathisants, à mon avis, je vois pas pourquoi ils changeraient de rhétorique à l'égard de Kılıçdaroğlu, accusé de terrorisme, de machin et tout. Donc Ça va s'accentuer, même, ça va je pense. ça va s'accentuer, ouais. Et puis peut-être qu'il portera un peu son bilan parce que on n'en a pas parlé, mais la Turquie d'Erdogan, c'est aussi la Turquie du développement. C'est aussi celle des voies ferrées pour les trains à grande vitesse. C'est aussi celle du 3e aéroport à Istanbul, du 3e pont sur le Bosphore, de cette centrale nucléaire. C'est aussi l'émergence d'une classe moyenne qui s'est vraiment enrichie. C'est celle de l'émancipation presque des femmes voilées, en fait, aussi. Est-ce que vous allez y retourner vous avez prévu d'y retourner en Turquie pour couvrir ce qui s'y passe soit pour Alors moi, l'AFP, soit pour France 5? On verra. Pour Ouais. l'instant, on attend de voir ce qui va se passer. Et puis, Ok. Alors, pas de bol, je me marie dans 15 jours. Mais c'est bien ça, c'est Mais pas oui, de bol. mais du coup, je n'irai pas en mission en Turquie. Mais Voilà. par contre, on sera tous ensemble on va suivre. Vous allez pour suivre suivre ça. les résultats. Voilà. Merci beaucoup. Yamour Cengiz, journaliste pour France 5. On vous met aussi dans le chat le lien vers l'un de tes reportages pour Brut. Donc, tu étais en immersion. C'était dans quelle zone sinistrée? J'étais à Hatay. Voilà, Hatay. Ouais, Voilà, on a retrouvé ça. Donc, on vous envoie la vidéo dans le chat. Merci Ambre Tosunolu, journaliste à l'AFP. Ça passe vite. Ouais, passe très finalement, vite. 1 heure, Bah ouais. ça Il y va. avait encore des choses à dire. Ouais, on pourrait Si parler vous du de- prix de l'oignon, du Le- thé. Ouais, exactement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions, de nous avoir éclairés, c'était chouette. Merci à vous le chat de nous avoir suivis. Merci pour le raid aussi que j'ai vu passer, c'est chouette. Je vous expliquerai après ce que c'est un raid. En général, une fois que l'émission est terminée, les invités me disent mais c'est quoi les raids? Il y a eu un flash Ça fait info, peur comme mot, Ah ouais. donc Il y a eu voilà, un je vous truc. explique ça tout à l'heure. Ouais. Merci beaucoup le chat d'avoir été présent. Pensez, si jamais vous avez envie, à vous abonner à la chaîne Twitch de France Info. Comme ça, vous recevez les notifs à chaque fois qu'on fait un stream. N'oubliez pas aussi que le talk est disponible en podcast audio, si jamais vous voulez écouter, réécouter l'émission. Je pense notamment à celles et ceux qui sont arrivés en cours de route. Demain, on fera le point sur la guerre en Ukraine. C'est le thème du stream demain. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'émission sur la guerre en Ukraine. Peut-être 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça. Voire même peut-être plus. Donc voilà, on va refaire un point demain. Et juste avant, donc demain à 15h, c'est France Télévisions qui streamera sur la chaîne Twitch de France Info. Ils seront en direct du Festival de Cannes. Voilà, ils vont vous faire vivre donc la cérémonie d'ouverture en direct sur Twitch. Donc ça, c'est demain à 15h. Et nous, à 18h, comme d'habitude, on sera là, mais pour parler de la guerre en Ukraine. Merci beaucoup. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. À demain. Salut.